1968. Les enfants nés en 1945 ont 23 ans, ceux de 1950, tout juste 18. C'est l'arrivée à l'âge adulte de la plus grande vague démographique du monde occidental développé, celle de l'immédiate après-guerre, appelée par les spécialistes le baby-boom. Forts de leur nombre, des aspirations démocratiques que leurs parents leur ont transmises, parfois inconsciemment, les baby-boomers vont se faire entendre. Et de quelle manière? De 1965 à 1975, emportant sur leur passage bien des habitudes ancrées, bien des mœurs du passé. 1968 est le point culminant de ce mouvement. Mais celui-ci n'a rien d'homogène. Les enfants du baby-boom ne réagissent pas partout de la même manière, en Amérique, en Allemagne, en Italie, en Europe de l'Est ou en France. Peut-on donner un point de départ à l'ébranlement? L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas, en novembre 1963, a provoqué une terrible onde de choc pour toute une génération. À peine un an plus tard, et l'Amérique est installée de manière subreptice dans un nouveau conflit au Vietnam, où les appelés du contingent sont engagés brutalement, avec des pertes croissantes, très mal supportées. Une vague pacifiste balaie le pays. Elle se combine avec la révolte des jeunes noirs, chômeurs ou sous-employés au cœur des grandes villes du Nord et de l'Ouest, exposés plus que les autres à la guerre et éveillés par le grand mouvement des droits civiques de Martin Luther King. Le mouvement américain est donc pacifiste, antiraciste et anti-establishment. Mais il se répand aussi sur une jeunesse que le macartisme des années 50 a totalement coupée du marxisme, encore dominant en Europe, ainsi que des syndicats ouvriers, prospères et favorables à la gauche modérée du Parti démocrate. Aussi, le mouvement américain est-il également culturel et générationnel. C'est à Woodstock que prend la mayonnaise de culture juvénile, de musique, Bob Dylan, Joan Baez, et de rejet du monde guerrier des adultes. Foudroyé une nouvelle fois par les deux meurtres en rafale de Martin Luther King en avril et de Robert Kennedy en juillet, qui incarnaient les derniers liens avec un establishment démocrate qui pouvait leur tendre la main, la génération va exprimer sa révolte et son écœurement lors de la Convention démocrate de Chicago en novembre, qui désigne pour candidat le vice-président Hubert Humphrey, brave homme de centre-gauche, mais mouillé jusqu'au cou dans la conduite de la guerre au Vietnam. Le mouvement est alors consommé, et comme nous sommes en Amérique, tout se finit par un procès, celui de l'anarchiste Abbie Hoffman, jugé comme organisateur des troubles de Chicago. Mais l'onde de choc américaine a déjà depuis longtemps atteint les rives européennes de l'Atlantique. L'insurrection de la jeunesse estudiantine ouest-allemande en sera le déclencheur. De 1950 à 1965 environ, les intellectuels et les étudiants de la République fédérale d'Allemagne ont vécu à l'ombre du protecteur américain. N'aimant guère leur propre pays, leur propre culture, ils se sont volontiers projetés dans le jazz, la démocratie et le cinéma américain. Ils ont idéalisé la rencontre de Kennedy et de Willy Brandt devant le mur de Berlin. La désillusion américaine, à son tour, très naturellement, leur restitue l'identité allemande qui est la leur. Mais il s'agit d'une identité nouvelle, qui peu à peu se cherche dans le rejet de plus en plus véhément de toutes les marques de la génération précédente. Le nazisme, bien sûr, par lequel leurs parents ont été enrégimentés, mais aussi le stalinisme rigide de l'Allemagne d'en face, qu'a fui pour la liberté de Berlin-Ouest le chef de la contestation étudiante, Rudi Dutschke. Et enfin, de plus en plus nettement se dessine aussi le rejet de l'américanisme démocratique, pourtant sympathique, mais sans séduction, de la gauche officielle, le Parti socialiste SPD. Entré au gouvernement fédéral en 1966, le Parti social-démocrate est aussi au pouvoir sans interruption depuis 1945 à Berlin-Ouest, qui est devenu entre-temps l'épicentre du mouvement. Dès ce moment, le principal organisme de la contestation, c'est le SDS, ancien mouvement étudiant du SPD, qui après sa rupture avec le parti adulte, s'efforce de réinventer une sorte de socialisme libertaire allemand, inspiré de Rosa Luxemburg tout autant que de Woodstock, s'affranchissant au passage de la dépendance névrotique de la génération précédente tant vis-à-vis de l'Union soviétique que des États-Unis. Dès la fin de 1967, le modèle allemand a commencé à diffuser à toute allure vers les autres campus européens, la France en particulier. Mais avant la France et longtemps après elle, tout au long de l'année 1969, un troisième pays est particulièrement balayé par une révolte d'une autre nature. Il s'agit de l'Italie. Le mouvement y sera surtout ouvrier et syndical et provoquera un ébranlement profond du capitalisme italien. Pays à très forte croissance industrielle,
l'Italie accède massivement au développement entre 1956 et 1966. La croissance forte produit aussi une classe ouvrière récente et jeune, en grande partie originaire du Sud, qui fait connaissance avec la modernité du Nord, ses syndicats, sa culture laïcisée, ses opportunités d'action. Cette nouvelle classe ouvrière ne tardera pas à faire jonction avec de petits groupes intellectuels en lisière de la gauche traditionnelle. Très ouvriériste, l'extrême gauche italienne se concentre d'abord sur les grèves sauvages des nouveaux ouvriers spécialisés du Nord, à Turin, Milan et aux environs de Venise à Porto Marghera. À partir de l'automne de 1968 et tout le long de l'année 1969, qui culmine avec son automne chaud, ils vont pousser à l'action le mouvement syndical et l'accompagner d'une explosion des universités qui sont occupées presque 2 ans durant. Le mouvement italien sera plus profond, plus durable, plus violent qu'en France. Enfin, n'oublions pas qu'à l'Est, la même génération s'engage avec des risques incomparablement plus grands, mais souvent les mêmes références culturelles dans la contestation du modèle soviétique, au moins là où certaines traditions semi-libérales semblent le permettre, notamment en Pologne et en Tchécoslovaquie. Là, le mouvement se caractérise par une contestation du système soviétique, une contestation beaucoup plus démocratique, beaucoup moins coupée du reste de la population qu'ailleurs. En envahissant la Tchécoslovaquie après 6 mois d'expérience de socialisme dans la liberté, et en enterrant dans la foulée toute velléité de réforme économique en Union soviétique même, ainsi qu'en organisant en Pologne une répression anti-intellectuelle et antisémite qui s'abat sur les oppositions étudiantes, Brejnev choisit la voie qui conduira, à peine 20 ans plus tard, au décès de l'Empire soviétique. Mais c'est en France qu'éclate la révolte la plus exemplaire, la plus symbolique du monde entier. Si le mouvement français semble prendre une ampleur tout à fait exceptionnelle, c'est sans doute d'abord parce que tout y converge comme par enchantement. En effet, ce qui sans doute a conféré au 1968 français sa portée universaliste, c'est sa capacité à résumer dans une unité de temps, un printemps, et de lieu, Paris, l'esprit de toute une époque. La contestation française aura été aussi sociale et syndicale qu'en Italie, aussi culturelle qu'en Allemagne, aussi féministe et pacifiste qu'aux États-Unis, aussi hostile au communisme officiel qu'en Pologne, résumant à sa manière tous ces mouvements en une unité paradoxale. La France a gardé de la toute récente guerre d'Algérie une culture pacifiste et antimilitariste nourrie par les films de la Nouvelle Vague, de Godard, de Truffaut, les manifestations en faveur des Algériens, les grèves antifascistes menées par le syndicat étudiant, l'UNEF. Cela la rapproche des États-Unis, confrontés à la guerre du Vietnam. Les Français empruntent à l'Allemagne l'idée du caractère culturel de la contestation universitaire. Ils partagent le rejet des vieilles élites de la gauche officielle, en particulier de François Mitterrand et des communistes orthodoxes. Les Français sont également confrontés, tout comme les Italiens, à une puissante vague d'industrialisation qui nourrit la combativité ouvrière et syndicale. Enfin, tout comme à l'Est, les jeunes intellectuels se heurtent au dogmatisme stalinien presque inentamé du Parti communiste français. En 1966, la quasi-totalité des cadres étudiants communistes, depuis longtemps contestataires, ont été éliminés du parti, soit pour révisionnisme pro-italien, Bernard Kouchner, Serge July, soit pour trotskisme et guévarisme, Alain Krivine, Daniel Ben Saïd, soit pour philo-maoïsme, Benny Lévy, Robert Linhart et les disciples d'Althusser. Tous dirigeront le mouvement et lui conféreront une tonalité nettement anticommuniste, tout comme en Europe de l'Est. Enfin, et c'est sans doute la cause ultime de l'explosion, il y a la personnalité du général de Gaulle. Le chef de la France libre est arrivé au terme de sa carrière publique. Il consacre l'essentiel de son énergie à la politique étrangère, son anti-américanisme de combat légitime la contestation, son autoritarisme paternel et bougon la nourrit. Eût-on rêvé plus étonnante figure de père. En un mois, du 22 mars au début de mai, la contestation étudiante démarre à partir de la nouvelle université de Nanterre, où s'impose Daniel Cohn-Bendit, un étudiant juif allemand, lui-même proche des conceptions de Rudi Dutschke. Son arrestation déclenche l'explosion du quartier latin, qui elle-même débouche, le 10 mai, après une nuit des barricades, sur la poussée ouvrière de la seconde partie du mois. Le pouvoir, d'abord prostré, se retrouve de plus en plus divisé entre le général de Gaulle en plein désarroi et son Premier ministre Georges Pompidou de plus en plus critique du président. Ce dernier reste convaincu que seule la négociation avec le Parti communiste et la CGT peut faire rentrer le fleuve dans son lit. Il finira par avoir gain de cause avec les accords de Grenelle,
où le patronat français accorde au mouvement syndical les plus substantielles augmentations de salaire de l'après-guerre. Mais entre-temps, le général, qui a dû renoncer à un référendum malvenu, s'est également repris et a, une dernière fois, vaincu ses adversaires en dissolvant l'Assemblée après une visite dramatique à l'armée d'Allemagne et en affrontant le suffrage universel, avec derrière lui la grande majorité des Français, y compris des jeunes non étudiants et non parisiens. Fin juin, donc, tout rentre dans l'ordre et les sacro-saintes vacances apaisent des esprits rassérénés et soudoyés convenablement par les accords de Grenelle. Pompidou est renvoyé, mais le général voit bientôt le sol se dérober sous ses pieds. 1968 clôt les grands espoirs des années 60, ceux des jeunes comme ceux des aînés. Pour les aînés, c'est la fin du monde de l'après-guerre, un monde parfois dur mais très solidaire, parfois guerrier mais tourné vers la croissance et le développement. Pour les jeunes, c'est l'occasion d'exprimer, même confusément, une volonté d'égalité, de paix, souvent de démocratie, qui ne trouvera guère de débouchés immédiats, ni non plus d'organisation originale pour la porter. Amer 1968 ? Pourtant non, car de l'émancipation des femmes à la chute des idoles politiques, 1968 a bel et bien façonné pour le meilleur le monde où nous vivons.